Je vous demande d'accueillir le co-scénariste, coproducteur et réalisateur de ce film, Monsieur Guillaume Canet. Guillaume, alors, vous êtes un habitué ici dans cette salle, vous êtes venu à chaque fois pour vos films en tant que réalisateur mais aussi comme acteur, donc c'est au choix ou debout ou assis sur les marches, c'est vraiment comme vous le sentez. Bah ça va être assis alors. Allez-y, installez-vous Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment très très heureux de vous accueillir ce soir pour ce 4e long métrage, première aventure américaine. Donc, des micros vont circuler dans la salle. Dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti par rapport à ce film qui sortira donc le 30 octobre, levez la main de façon qu'on puisse vous emmener un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Comme je le dis, voilà, de façon systématique, c'est un instant, voilà, c'est un moment privilégié qu'on va partager avec Guillaume, et quand voilà, les gens se déplacent et vous rencontrent à l'issue de la projection, c'est vraiment pour recueillir vos impressions à vos publics. Allez-y, je vois déjà une première réaction. Bravo monsieur, c'est un film qui est formidable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est formidable, on va dire dont on l'a raconté, mais aussi c'est parce que c'est un exceptionnel hommage au cinéma américain des années 70. Votre film débute en 1974. C'est les grandes années de Sidney Lumet, Peckinpah. Je pensais aussi à l'Épouvantail qui était dans ces années-là. Et c'est la façon de faire déplacer les personnages, par exemple avec les voitures, avec leurs chapeaux incroyables. Il y a l'actrice qui joue la sœur de Franck, m'a fait beaucoup penser à Gina Roland et au film de Cassavetes, que vous aimez forcément. Ma question, elle est très simple, c'est il y a un traitement particulier de l'image dans votre film, qui est celui que justement on employait à cette époque-là. Comment vous avez construit ça? En tout cas, bravo. Bah écoutez, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que tous les noms que vous avez cités. Effectivement, moi j'ai grandi avec ce cinéma-là, j'ai toujours été fan de ce cinéma-là, de Schatzberg aussi, vous disiez Peckinpah. Et bon, c'est vrai que quand j'ai donc décidé de faire un film dans cette veine-là, en tout cas en essayant de m'en approcher, l'image était très importante et le rendu était très important. Alors après, il y avait plusieurs manières. Moi, j'ai essayé plein de caméras différentes. Au départ, moi, j'avais dans l'idée de tourner en 16 ou en super 16 mm pour essayer d'avoir ce grain et cette image. Et puis, après avoir fait plusieurs essais avec le chef opérateur, avec Christoph Offenstein, qui est mon fidèle partenaire depuis longtemps, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien, avec les nouvelles caméras numériques et avec certains programmes, essayer de reproduire le grain qu'on voulait et notamment quantifier vraiment le grain qu'on voulait dans l'image, mais en plus de ça, ne pas avoir la lourdeur d'un tournage en pellicule où on devait avoir beaucoup de matériel. Et comme le film était tourné donc à New York, où les autorisations de tournage, où les temps de tournage étaient très restreints, il fallait qu'on arrive à tourner vite. Et donc la caméra numérique était la meilleure pour ça. Et après ça, on a fait un vrai traitement à l'image, en post-production. Et au tournage, moi j'ai fait repeindre tous les murs d'où on allait, pour essayer de retrouver ces couleurs un peu pastel, d'avoir une image un peu... Après on a fait un traitement aussi à l'image pour avoir une image un peu passée, washed out comme ils appellent, délavée quoi. Et donc voilà, je leur ai montré aussi un film de Schatzberg qui s'appelle Panic à Needle Park, qui est pour moi dans les références des couleurs et tout ça, dans ces couleurs un peu pistache, un peu comme on voit l'intérieur de l'appartement de Franck. Et voilà. Et après, sinon, il y a eu un gros travail de fait sur les rues, où moi je voulais que les rues soient crades. D'ailleurs, le premier jour de tournage, j'ai pas tourné le matin, parce que ça faisait 2 semaines que je demandais que je précisais bien que je voulais que les rues soient dégueulasses, qu'on salisse les bagnoles, enfin tout. Et
les voitures, j'avais du mal parce que les collectionneurs arrivaient avec leurs voitures des années 70 qui étaient des voitures toutes neuves, refaites, impeccables. Donc quand je leur disais que je voulais casser les phares ou salir les voitures, ça ne me plaisait pas du tout. Mais en même temps, moi je voulais que ça soit crédible et que ça soit réaliste, parce que les voitures dans Brooklyn dans les années 70, elles étaient vraiment dans un sale état, quoi. Donc il y avait ça, et puis le camion de déchets que j'ai eu que le 1er juin à partir de 14h, donc j'ai commencé à tourner que à 14h. Voilà. Et voilà, donc c'est tous ces petits détails qu'on a essayé d'additionner pour rendre cette image. Donc votre réflexion me fait très très plaisir. Autre question, réaction, juste pour Guillaume, par rapport au camion de déchets qui est arrivé à 14h donc sur la face, sur le plateau de tournage, c'était pour encore plus salir la rue qui était trop propre. C'était pour pouvoir déverser justement des papiers, des vieux gobelets, des trucs dans les rues. Parce que dans tous les documentaires, dans toutes les photos que j'avais pu voir de New York dans ces années-là, c'était pas du tout le New York d'aujourd'hui. Il y avait des clochards partout, et les rues étaient très sales. Il y avait enfin voilà, quoi. Donc j'avais envie de m'approcher de ça, quoi. Question, réaction, allez-y, oui. Déjà, merci beaucoup pour ce film et pour le choix des acteurs, notamment des seconds rôles. Il y a pas mal de personnes qu'on a pu voir dans The Wire, dans Six Feet Under, et qui sont des acteurs formidables. Et donc ça m'intéresse de voir un peu comment vous avez choisi et comment ça s'est passé. J'ai une deuxième question sur le choix des années 70. C'est le deuxième film que vous faites d'affilée, où cette année, enfin, il y a une reconstitution très fidèle, très précise de cette période-là. Donc est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est quelque chose effectivement qui correspond à quelque chose? Et une dernière question qui est de l'ordre plutôt de l'organisation. Vous avez fait 2 films, vous avez sorti 2 films en l'espace de 2 ans, qu'on se retrouve très rapidement. Et ce qui manque quand même beaucoup de préparation, en plus sur l'écriture pour les 2 films. Donc comment vous avez pu organiser tout ça pour aboutir à ça? Alors la première, c'était... Les acteurs. Les acteurs. Les seconds rôles. Hein. La question de monsieur, c'est principalement sur les seconds rôles, mais effectivement, on peut parler de tout le casting d'une façon générale. Tout le casting, je crois qu'il faudrait vraiment toute la soirée. Mais, monsieur évoquait les seconds rôles. Non, les seconds rôles, ça s'est fait de manière un peu différente. Il y a eu effectivement Dominique Lombardozzi qui joue Mike, qui est le pote de Clive, qui lui, en fait, j'ai rencontré une casting directrice en fait à New York. Et moi je déteste les castings, et j'ai toujours détesté aller faire des castings quand je commençais, et j'ai toujours détesté les casting directeurs. Enfin c'est pas gentil pour eux, mais c'est pas contre eux, mais c'est parce que j'ai des mauvais souvenirs, et du coup j'ai toujours fait le casting de mes films. Sauf qu'à New York j'étais obligé d'être aidé parce que je connaissais pas forcément tout le monde, et les petits rôles. Et à un moment elle m'a parlé de gens qu'elle a vus, et elle me montre des cassettes, des images, qu'elle était bloquée dans les années 70. Une VHS. Elle me montre voilà, des vidéos de gens, et elle m'en donne une dernière en disant mais bon, ça c'est pas très intéressant, c'est quelqu'un qui s'est mis tout seul qui a fait sa vidéo tout seul chez lui. Donc c'est inutile de vous dire que c'est la première que j'ai regardée. Et c'était Dominique Lombardozzi, donc qui joue dans The Wire et tout ça. Et je tombe là-dessus, je dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout là, comment il s'envoie sa vidéo tout seul. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit mais c'est lui direct, j'adore ce mec, j'adore cet acteur, il est super. Et je suis devenu très très pote avec lui, c'est un type vraiment génial. Après pour les autres rôles, soit des gens que j'ai vus dans des films et j'avais envie de travailler avec eux, et sinon des gens qui sont pas acteurs aussi. Je suis rentré dans une boutique de tatouage, enfin chez un tatoueur quoi, à Los Angeles un jour, avec Gilles Lelouch, où on n'avait pas bu que de l'Oasis, pour se faire tatouer. Et je suis tombé sur un type mais hallucinant, qui sortait des années 70 quoi. Et c'est Louis en fait, le patron de la boîte de nuit en fait.
qui a une tronche géniale, et qui avait déjà les cheveux bleus à l'époque, quand on a fait le film, enfin quand on s'est fait tatouer. Et c'est voilà quoi, je l'ai entendu, j'ai entendu sa voix, j'ai vu son look, et je le regardais, je voulais pas jouer dans un film. Et je lui ai dit, j'ai un film en tête, si je le fais un jour, je reviens. Et 2 ans plus tard, je suis retourné le voir. Je lui ai dit, vous vous rappelez de moi? Je lui ai montré le tatouage et je dis, je voudrais vous proposer un rôle. Et voilà, c'était son premier film et j'étais super content de le voir à Cannes cette année. Il a monté les marches avec son costume, avec pelle à tarte et tout, parce qu'il est toujours comme ça, quoi. Et il est formidable dans le film. Donc voilà, pour la petite anecdote des seconds rôles. Et la deuxième partie de la question est en oui, rapport en fait de jouer dans des films où on reconstitue justement de façon très intense et forte cette particularité des années 70. Vous parlez de quel film en fait? Et celui-là, et vous parlez de quel film? Le précédent, Japlou. Lequel? Peut-être le film de Jacques Maillot? Non. C'était, Non, Japlou? Oui. Ah d'accord. En fait c'est vraiment un hasard là pour le coup. C'est que Japlou en fait c'était vraiment... Bon, Japlou ça a été un peu plus tard parce que ça va jusqu'en 88. Mais même effectivement ça commence tôt. Mais là c'est vraiment un hasard parce que l'histoire se passait là-bas. Alors que là... Enfin que là-bas. L'histoire se passait à cette époque. Mais je suis un peu fatigué, hein, pardon. Mais là, Blood Ties, c'est une vraie volonté, par contre, d'aller dans ces années-là, quoi. Et la troisième question, c'était le temps entre les films. Oui, c'est beaucoup de travail. J'ai pas fait la sieste, comme dirait Gilles Lelouch. Quand il a vu le film, Gilles est sorti du film, il m'a dit mon salaud, t'as pas fait la sieste. Ça m'a beaucoup fait rire. Autre question, réaction? Alors juste devant, je viens à vous, et ensuite je crois que je viens à monsieur. Bonsoir, félicitations. Merci. Alors, j'avais 2 questions. Une, vous avez été acteur dans Les Liens du Sang. Est-ce que c'était plus facile de réaliser la version américaine? Et deuxième question, pourquoi avoir changé complètement la fin? Alors, non, c'était pas plus facile de réaliser le film, bien au contraire. Parce que le film a été assez complexe à faire. On a eu toutes sortes de choses très surprenantes à accepter ou à vivre sur ce film. Donc c'était pas du tout un film facile à faire. Et pourquoi avoir changé la fin? D'abord parce que moi je voulais pas faire un remake, comme on dit, parce que refaire un film, il y a un côté un peu péjoratif, en tout cas négatif. Et moi j'aime beaucoup Les Liens du Sang, j'aime beaucoup ce film et j'ai absolument rien contre. C'est juste que j'étais fasciné par l'histoire, la vraie histoire en fait, de Michel et Bruno Papet. D'ailleurs je crois qu'il y a de la famille de Bruno dans la salle. Non? Voilà. Et donc c'est basé sur une vraie histoire. Et donc j'avais envie d'abord rester un peu plus proche de la vraie histoire, parce que la fin des Liens du Sang n'est pas l'histoire des frères Papet. Et donc voilà pour ça. Et puis parce que j'avais vraiment envie de faire une adaptation et d'aller transposer cette histoire 10 ans plus tôt à Brooklyn, dans une autre culture, dans un autre pays, et forcément et fatalement avec des choses qui changent, quoi. Et du coup des histoires à l'intérieur qui changent, voilà. Donc ouais, j'avais envie de faire un film différent. Voilà. Il y avait une autre question juste derrière. Oui, mademoiselle, allez-y. Mettez bien le micro devant. Bonsoir. C'était pour savoir s'il y avait une différence entre liberté artistique en France et à l'étranger. Dans la réalisation. Liberté artistique dans la réalisation. Ça dépend de la manière dont vous faites le film en fait. Si vous le faites avec un studio, comme on m'a proposé plusieurs fois, quand On ne le dit à personne est sorti aux États-Unis, il y a eu plusieurs propositions de réaliser des films là-bas. À Hollywood, avec des
au studio et moi j'étais pas du tout branché de faire ça parce que j'avais pas envie de me retrouver avec 15 producteurs qui allaient me dire quoi faire. Et donc du coup j'ai refusé ces propositions-là et c'est pour ça que ce film-là me donnait envie parce qu'on allait le faire avec des fonds européens et de la manière dont je pouvais le faire et en étant maître de mon film et pouvoir le monter et le couper comme j'en avais envie, quoi. Voilà. Mais donc ça dépend. Il y a le cinéma indépendant là-bas, oui, il y a le moyen d'être libre, mais pas dans tous les budgets de films, quoi. Mais en même temps, la dose de liberté dans la fabrication d'un film aux États-Unis est très très restreinte quand même. Parce qu'il y a des choses qui sont surprenantes et on ne se sent pas toujours libre de tout, quoi. Par exemple, on n'a pas le droit de parler aux figurants, ce qui est un truc un peu absurde, même limite crétin, mais si je veux parler à un figurant, il faut que je m'adresse au premier assistant devant lui. C'est-à-dire, je vais lui dire, bon, tu vois le monsieur là avec les lunettes, donc tu lui dis qu'il ne faut pas qu'il reste assis comme ça, qu'il décroise ses mains, voilà, non, qu'il pose sa main, et donc à chaque fois il faut que je parle au mec qui va lui parler. Parce que si je lui parle en direct, à ce moment-là il devient comédien, et son salaire augmente. Voilà. Donc eux, des fois, ils vous piègent. Et un matin, par exemple, j'arrive sur le plateau, il y a un mec assis sur une chaise, et je rentre, il me dit bonjour, je dis bonjour. Il me dit je peux rester assis là, je dis oui. Et là, il appelle le premier assistant en disant je suis comédien, le réalisateur m'a parlé. Voilà, $800. Bon. Et donc, la liberté à ce moment-là est un petit peu... voilà. Autre question ou réaction? Oui, j'arrive à vous et une main s'est levée au centre. Bonsoir. Alors je voulais vous dire bravo pour le film, j'ai vraiment adoré. Merci beaucoup. Et je voulais savoir comment s'est passée la rencontre avec James Gray. Alors la rencontre avec James Gray, elle s'est faite à Paris. J'ai eu la chance de déjeuner avec lui. Et on a parlé cinéma, on a parlé de plein de choses et on est devenus assez proches assez rapidement. Enfin même très rapidement, et on a gardé contact et pendant plusieurs mois, et puis on s'est retrouvés après à Cannes, au festival de Cannes où lui il était au jury. Et là, à ce moment-là, je commençais à avoir le projet en tête et j'en ai parlé et je lui ai dit est-ce que tu connaîtrais un scénariste ou un dialoguiste qui pourrait m'aider à adapter cette histoire là-bas. Et il m'a dit moi. Et je m'attendais pas du tout à ça parce qu'il l'avait jamais fait avant et qu'il avait jamais écrit pour quelqu'un d'autre que lui. Et donc du coup j'ai été super fier, super touché et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Merci. Et encore bravo pour le film. Merci beaucoup. Alors, il y avait une réaction au milieu. Oui, monsieur, allez-y. Bonsoir, moi aussi Bonsoir. j'ai beaucoup apprécié votre film. Merci beaucoup. Il est très différent. Je n'ai pas encore vu Les Petits Mouchoirs, mais j'avais vu Ne le dis à personne. J'avais vraiment adoré. Merci. Dans celui-là, oui, comme monsieur l'a déjà fait remarquer, c'est vrai qu'il y a une lumière très particulière. On dirait que ça a été tourné sans éclairage, ou enfin avec un éclairage très, très diffus, très fin. Ce qui change un peu des images un peu violentes qu'on voit aujourd'hui avec les caméras numériques. Et je voulais juste faire une petite remarque sur les scènes intimistes dans votre film. Alors, autant on a parlé de références du cinéma américain, mais moi j'ai vu des choses qui ressemblaient un peu à Claude Sautet dans les rapports qu'il y a entre les personnages, les hommes, les femmes. C'était de temps en temps j'avais l'impression de voir Romy Schneider et Yves Montand, quoi. Voilà. Merci pour ce beau film. Merci à vous, mais c'est pas ça me fait très plaisir aussi ce que vous dites, parce que c'est quand je dis que je suis fan des non, excusez-moi, c'est pas terminé. C'était une blague. Bonne soirée. C'est une vanne à la con, je suis désolé, pardon.
toujours été fan des années 70 en général, en fait. Et je pense que les cinéastes français comme Piala, Sauté, Blier, moi je sais pas pourquoi, j'ai cette fascination-là pour ces années-là, parce que le cinéma me semblait plus vrai, où on prenait le temps de filmer des personnages, des respirations, des temps, des regards, et on pouvait rentrer dans une scène avec eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une génération de zapping, de zappeurs, où tout doit être digéré à la seconde, et les montages des films doivent être hyper cut, parce qu'il faut faire rentrer le popcorn, comme on dit. Et moi, j'ai une nostalgie de ces films-là, où on pouvait rester 3 minutes dans une scène muette, où il se passe quelque chose et où on est avec les personnages. Donc effectivement, Sauter, et notamment il y a cette scène en fait où il y a Clive qui est assis sur le petit canapé en face de Mila Kunis quand elle va finalement mettre de la musique pour le détendre un peu, parce que il a du à ce mal. moment que l'idée m'est venue justement, Ouais. j'ai vu l'image de Claude Sauté dans cette scène. C'est une scène qui était écrite avec des dialogues. Et quand je suis arrivé sur le plateau, je sais pas, j'arrivais pas à imaginer cette scène comme elle était écrite. Et je suis arrivé, je leur ai dit, on va enlever tous les dialogues et ça va être que dans le regard. Et comme j'avais posé la question à Michel Papé à l'époque, en préparation du film, en lui demandant en tout cas comment se passaient les premiers rendez-vous galants, si je puis dire, en sortant de prison, il m'avait expliqué à quel point la libido d'un homme qui sort de prison est quand même très limitée. Et je trouvais ça intéressant de montrer cet homme qui tout d'un coup revient un peu à l'adolescence et qui est un peu tétanisé, et que tout passerait par le regard et tout passerait. Et c'est vrai que c'est des scènes aujourd'hui qu'on a du mal à faire accepter aux producteurs, aux spectateurs, j'en sais rien, on verra si le film plaît ou pas, mais en tout cas, moi je dirais que j'ai une nostalgie de ça. J'ai une nostalgie de prendre son temps des fois dans un film. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Autre question, réaction? Je vous promets que si quelqu'un se lève pour sortir, je ferai plus de Levez la main. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de Oui, problème. alors le micro arrive à vous, et juste pour revenir à cette très belle scène qui est d'une très forte sensualité, et le fait de suggérer parfois est beaucoup plus fort que le fait de montrer. Cette scène-là est vraiment très, très belle. Voilà, si vous voulez vous féliciter là-dessus. Allez-y. Oui, bonsoir. Je trouve le film très américain, donc je voulais savoir comment un Français pouvait faire un film aussi américain, et je voulais savoir quel était le regard des Américains sur votre film. Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une petite touche française ou pas dedans? Alors, oui. Lionsgate, qui est un grand distributeur américain, a acheté le film. Et le film va sortir au mois de mars aux États-Unis avec une grosse sortie, donc j'en suis très très heureux. On a eu un très bon accueil à Toronto, au Festival de Toronto, où il y avait plusieurs Américains. Je parle pas de la version de Cannes qui était trop longue et qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais en tout cas, oui, il y a eu un très bon retour. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir par-dessus tout, c'est que les Américains qui ont vu le film ont cru en tout. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que adapter un film aux États-Unis quand on est français, quand on est né en 73, sur un film qui se passe en 74, bon, c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup se documenter pour être un peu juste. Et moi, j'ai voulu vraiment que tout soit crédible jusqu'à l'accent des acteurs dans le film. Et tous les acteurs et actrices ont bossé sur l'accent de Brooklyn des années 70, où j'ai rajouté des mots d'argot de l'époque, où j'ai fait un maximum de choses dans les détails pour que chaque personne
qui ait vécu à New York dans les années 70 puisse voir le film et se dire tiens, c'est marrant, ça me rappelle, moi c'était comme ça. Et moi c'est ça dont je voulais. Et donc je me suis entouré aussi de gens dont c'était la vie. Par exemple, j'ai choisi Ford Wheeler, qui était ce qu'on appelle le production designer, c'est le chef de décorateur. Et lui, par exemple, Ford Wheeler, en 70, il allait acheter son héros de la même manière que Monica dans le film, quand elle va taper à la porte et prendre le truc comme ça. Et c'est parce que je l'ai saoulé en lui disant je veux pas faire une scène de trucs de cam dans la rue qu'on a vu 40 000 fois où elle vient avec son billet, le mec lui vend. Je veux un truc un peu original. Comment ça se passait pour toi? Quel est le truc le plus original que tu avais vécu? Donc il m'a raconté des histoires de fou. Mais ça c'était génial parce que du coup j'ai puisé. Ensuite j'ai passé 2 semaines entières avec des anciens flics de l'époque où j'ai d'abord beaucoup picolé parce que les anciens flics à New York déjà ils picolent quand ils sont flics, alors quand ils sont arrêtés c'est beaucoup. Mais du coup ils m'ont raconté plein d'anecdotes, plein de petits détails pour essayer de rendre le truc crédible et faire que même le décor du commissariat on soit le plus réaliste possible dans n'importe quel petit détail. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont